Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Après Boko Haram dans l'extrême nord, la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, un autre foyer de tension vient de voir le jour au Cameroun. Celui-ci met en conflit sur l'ensemble du territoire le corps médical et les proches des familles des décédés des suites du Covid-19. À l'origine de la discorde, l'interdiction faite aux familles des défunts de procéder à l'inhumation d'un des leurs victimes de cette pandémie. Le protocole pour l'accompagnement de vie mis en place par les autorités gouvernementales, bien qu'aujourd'hui un peu flexible, c'est-à-dire qu'on est passé d'un délai maximum de 12 heures à un autre qui ne saurait dépasser 48 heures. Dans nombre de cas, la mise en place des procédures d'enterrement sécurisées confiées à des agents sanitaires spécialisés pour éviter tout risque d'infection participe fortement à la déshumanisation des défunts Covid-19. L'absence d'un ensemble de rituels, de cérémonies, de soins qui sont autant d'impératifs culturels ou religieux perçus dans nos sociétés comme très importants ne sont malheureusement pas respectés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Dépouille coronavirus, de nombreuses questions sans réponse pour avoir ici sur ce plateau des tentatives de réponse. Nous avons convié le docteur Faustin Roger Tapa une fois de plus. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aux téléspectateurs de ce soir. Voilà, docteur Tapa, spécialiste en médecine, santé publique. Voilà. Santé publique. Voilà, bienvenue une fois de plus. En face de vous, il est là, Raphaël Edougo. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir au docteur, bonsoir à votre équipe technique. Je voudrais dire bonsoir au patriarche, j'ai tout dit. Un des patriarches, j'ai tout dit, monsieur Abonana Max, qui est notre guide spirituel. Guide spirituel. Voilà, on va parler, on va voir l'interprétation qu'on donne à ces enterrements, on va dire, à la hâte. C'est ça? On va essayer de comprendre. On va comprendre ça tout à l'heure. Spirituel. Voilà, on va donc prendre tout de suite la direction de Yaoundé où nous attend le professeur Abouna Paul, anthropologue. Il enseigne à la faculté des arts, des lettres et des sciences humaines à l'université de Yaoundé 1. Bonsoir professeur, bienvenue. C'est la toute première fois sur Equinox Soir. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur Tou, merci de m'avoir modifié à cette réflexion. J'ai vraiment besoin de votre bonsoir parce que je suis endeuillé depuis 3 heures du matin. Oui. J'ai perdu l'une de mes belles-sœurs, madame Annaba Motomonatine, qui était coordinatrice des enseignements primaires dans la région du Sud. Et je crois que c'est le sérieux de votre chaîne et surtout votre personnalité qui ont fait en sorte que j'accepte votre invitation. Vraiment, merci beaucoup pour les souhaits de bonsoir et j'en ai vraiment besoin. Merci, prof. Une pensée, hein, toute l'équipe pour elle, prof. Voilà, je commence par vous, prof. Qu'est-ce qui vous inspire comme commentaire, on va le dire comme ça, ces inhumations à la hâte dans ce contexte Covid-19? Ces inhumations à la hâte, oui, on va le dire comme ça. La première idée qui vient à mon esprit et certainement à l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, c'est la mort du deuil. Vous voyez un peu, c'est une sorte d'exagération. Quand on tue le deuil, c'est, je peux dire, le comble du mal. La mort du deuil dans la mesure où les dépouilles, la présence des dépouilles est le corpus, le matériau à partir duquel le deuil se fait. Et dans beaucoup de nos communautés, et culturellement parlant,
il n'existe pas de deuil sans dépouille. Et je parle un peu en empruntant à la religion chrétienne, la religion catholique à laquelle j'appartiens. Vous ne pouvez pas célébrer une cérémonie eucharistique, c'est-à-dire la messe, la prière des prières, sans le corps du Christ. Imaginez-vous donc une messe sans le corps du Christ, sans la communion. Elle n'en serait pas une. Voilà ce que je peux dire vraiment au saut du lit par rapport à la question que vous posez. Et j'espère que j'aurai l'occasion tout à l'heure là de donner un certain nombre de précisions sur les détails. Voilà, justement, c'est pourquoi nous vous avons convié, vous l'anthropologue. Vous allez nous dire un certain nombre de choses. Docteur, le professeur dit que c'est la mort du deuil. Oui, le professeur a parfaitement raison. Je crois que ici, il faut regarder les différents aspects du phénomène. Oui. Quand vous perdez un être cher, la seule chose qui vous reste, c'est de l'honorer à sa dernière demeure. Dignement même, on va et dignement, voilà, et dignement. Et je l'ai souvent dit, ce qui fait la différence entre les morts et nous, c'est la respiration. Il n'y a pas deux choses. C'est la respiration qui n'ont plus. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur dignité, ça ne veut pas dire qu'ils ont commis un crime, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des sources d'infection. C'est ce qu'on a laissé croire. Et maintenant, sur le plan scientifique, qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de comportement? Il n'y a vraiment pas de raison scientifique qui explique ce genre de comportement. La contamination prétendue n'est pas aussi évidente que ça avec les cadavres. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Si vous estimez que le virus est localisé dans les gouttelettes nasopharyngées et pulmonaires, un mort ne respire pas. Il ne met rien, il ne fait... Donc, vous ne pouvez pas considérer qu'il va étaler le virus dans l'environnement dans lequel il se trouve. Maintenant, les risques de contamination, c'est lié au risque de manipulation. Et ces risques de manipulation doivent être peut-être pendant l'autopsie, si on peut dire, dans les manipulations, ou alors pour des raisons rituelles. Maintenant, est-ce que tout ça, c'est ce qui se passe quand les gens meurent? Non, les gens ont besoin d'enterrer leur mort dignement, comme on l'a dit. Ceci dit, le délai de 12 heures, 48 heures, mettre la famille complètement à l'écart, c'est complètement inhumain. Ça ne s'explique pas. Parce que si on peut prendre les précautions sur 48 heures, les mêmes précautions peuvent être prises sur une semaine pour acheminer le corps à bon port. La même équipe qui sécure l'enterrement pour que le corps ne soit pas contaminant peut le sécuriser une semaine après, 2 semaines après, le temps que les gens réalisent ce qui leur arrive et préparent l'enterrement de leur personne. Donc, il faut éviter de confondre. Et ça, on revient à ce que je dis souvent. Nous, on a été habitués à exécuter les ordres, qu'ils viennent de n'importe qui. On a été habitués à exécuter les ordres et ça, c'est très mauvais. On n'a pas pris le temps d'analyser sur le plan local, sur le plan culturel, sur le plan même social, ce que ça pouvait avoir impact. Docteur, vous voulez nous faire comprendre qu'on a copié, on ne va pas dire bêtement. On a copié. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Oui, et on a exécuté à la lettre ce que les agents de l'OMS ont apporté quand le Covid est sorti. Qu'est-ce qui pouvait justifier ça, ces enterrements à la hâte? C'est quoi? C'est le nombre de places dans les morgues? C'est quoi le problème? De plus en plus, il faut se poser des questions. Parce que il faut se poser les questions. Est-ce que c'est le nombre de places dans les morgues? Est-ce que ça ne serait pas le cas ici parce qu'on n'a pas eu beaucoup de corps comme on croyait à la fois. Donc, il faut se demander qu'est-ce que ça a caché jusqu'aujourd'hui. La question, je me la pose. Pourquoi cette précipitation? Parce que quand vous analysez, je dis avec un peu de recul, vous voyez le nombre de morts qu'on a eu jusqu'aujourd'hui, qui n'est même pas Covid confirmé, je le dis. Parce que beaucoup de cas de Covid n'ont pas été confirmés. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Jusqu'à ce jour où on parle, il y a encore pénurie des tests sur le terrain. Et quand vous imaginez que c'est un test qu'il faut faire 2 fois pour donner la confirmation, vous comprenez que les statistiques posent un problème de crédibilité. Donc, il faut faire attention à ce qu'on a pris de l'OMS. Les gens n'ont pas pris une contre-analyse locale pour tirer les conséquences sociales. On aurait pu faire la même chose, mais plus dignement et plus respectueusement. Il se développe tout autour aujourd'hui toute une mafia, des rançonnements, des négociations. Les propriétaires des corps sont connus et c'est chez eux que vous allez négocier votre père qui vient de mourir.
C'est chez eux que vous allez négocier votre mère qui vient de mourir. C'est vraiment non-sens. C'est du non-sens. Il faut faire très attention. On a pris un tournant très dangereux. Et le respect au corps, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on enterre les gens comme des poules, comme des petits chiens. Et ça, c'est quelque chose à revoir le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Raphaël Ndoukou, je reste sur ce premier jet du professeur Abouna depuis Yaoundé. Cette façon de faire, pour lui, c'est la mort du deuil. Ah oui, hein, vous savez, monsieur Outou, cette affaire-là, peut-être, on va me dire que c'est la peur qui a fait en sorte que nos dirigeants prennent des dispositions, peut-être pour éviter, hein, je veux dire ça comme ça, j'essaye de dire ça comme ça, parce que quand vous avez entendu le docteur parler, justement, il est établi que quelqu'un qui a décidé ne peut plus être dangereux puisque le virus, s'il est à l'intérieur de l'homme, c'est pas comment il va faire pour ressortir. Donc, la mort du deuil est là, parce que vous savez que nous sommes africains et nous savons même que les morts ne sont pas morts chez nous. Donc, c'est véritablement la mort du deuil, parce que si vous perdez un de vos proches et il est enterré dans une ville où il est mort, loin de son village, mon Dieu, c'est difficile à l'accepter. Mais, comme ce sont les pouvoirs publics, tout le monde était obligé du moins ceux qui ont déjà perdu leurs proches, étaient obligés de s'incliner pour dire on accepte ça comme ça, mais c'est une pilule très amère. Si j'ai dit la peur, c'est peut-être parce que, comme on a vu les autres mourir, on a donc pensé que si cela nous arrive là, on ne va pas tenir. C'est peut-être pour cette raison. Par contre, nous n'avons pas les mêmes climats, nous n'avons pas les mêmes habitudes alimentaires, nous n'avons pas les mêmes, je crois, les globules. Le docteur sait comment on appelle ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes. On ne vit pas de la même manière. Donc, du coup, même s'il y a une pandémie, on ne peut pas la subir de la même manière. Mais on n'a pas eu le temps, peut-être, de discuter avec des spécialistes et tout, pour essayer de voir comment gérer ces macabées-là. Malheureusement, cette décision avait été prise avec la peur. La peur qu'on a peur de ce qui se passe ailleurs. Mais on pouvait s'asseoir. Il n'est même pas tard que ce soit fait actuellement, qu'on décide de quelle manière on peut enterrer les morts du Covid. On peut transporter dans les conditions aussi bien indiquées, comme le docteur disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a pris la peine de désinfecter le corbillard, qui tel ou tel, je crois que ça va aller. Mais sauf zingler le cercueil. Oui, voilà. On peut zingler, on peut même empêcher qu'on voit le cercueil, mais au moins que le défunt soit enterré dans son village. C'est pour ça que le prof vous dit, c'est la mort du deuil. Et en Afrique, on ne peut pas copier ce que les autres font ailleurs. Parce qu'ailleurs, on va vous dire qu'on va incinérer, c'est pas trop. Ici, chez nous, on sait que les morts ne sont pas morts. Voilà, on va prendre tout de suite la direction de Nyon. On nous attend le docteur Tchouantieu André. Bonsoir docteur, vous êtes médecin de santé publique. Bonsoir, bienvenue une fois de plus. Dites-nous sur cette... c'est désormais une polémique. Hein. Est-ce que les décédés de Covid restent aussi dangereux, contagieux? Sur ce débat. Bonsoir Alain, bonsoir à tous vos éminents copanélistes, mes éminents copanélistes. Je crois qu'il est établi que les victimes de Covid, a priori, ne sont pas contaminants. Il est établi que les modes de contamination, les modes de propagation aujourd'hui du Covid sont connus. C'est par les gouttelettes de salive, quand on tousse, quand on éternue ou quand on parle. Et je crois qu'on est bien tous d'accord qu'un mort ne parle pas, n'éternue pas et tout le reste. Donc, à partir de ce moment-là, il est clair que les corps, a priori, ne peuvent pas ne peuvent pas causer une contamination active. Maintenant, sur le plan passif, une certaine proximité avec les morts, forcément, on peut envisager tout, hein, mais l'OMS est clair là-dessus qu'il faut se protéger pour la manipulation des corps et qu'il faut respecter une certaine distance avec les corps. Je crois que rien dans les recommandations de l'OMS aujourd'hui ne sont contre le respect de la dignité des morts et le respect des rites dus aux morts que nous appliquons tous dans nos traditions diverses. Et donc, je pense que l'OMS, les décisions qui ont été prises
de la gestion des morts chez nous ne sont en rien liés à de potentielles recommandations de la part de l'OMS. Alors maintenant, je pense que il y a eu un état de panique, il y a eu une exagération ou pas du principe de précaution, parce qu'on était face à une nouvelle pandémie. On a pris des décisions à un moment donné en étant très précautionneux. Mais comme l'a dit l'un des panélistes, je crois que aujourd'hui où après l'état de panique, on a un peu plus de recul et tout, on peut toujours revenir à discuter ces sujets-là et lever tout équivoque par rapport à ce qui se fait en ce moment. Voilà, merci docteur. Docteur Tapa, oui. La panique nous a amené à copier ce qui nous venait de l'Occident. Tout à fait, tout à fait. Je crois que se fait tard. Non, il se fait pas tard. Avril, mai, juin. Non, il se fait pas tard parce que l'épidémie continue. Voilà. Il faut faire attention parce que l'épidémie continue et on peut rectifier les erreurs qu'on a eues au début de l'épidémie. On est en cours d'un processus. On peut corriger certains détails. Par exemple, la façon de traiter les morts. On peut les corriger aujourd'hui sans que ça fasse du mal à personne. Ce que je veux dire, c'est que un corps reste traité par des hommes, que ce soit les hommes spécialisés ou des hommes normaux, ou les membres de la famille. Maintenant, est-ce que ce n'est pas judicieux de protéger les membres de la famille de façon à ce qu'ils soient au moins capables de rendre hommage à leur mort? Ça, c'est une chose possible. Et un autre aspect que peut-être l'anthropologue nous dira, c'est l'aspect traditionnel. Vous voyez, voilà, on va évoquer ça. Voilà. Mais vous pouvez commencer. Quand un enfant naît et que le cordon ombilical tombe, on va enterrer dans son village. Je ne sais pas, c'est pratiquement dans notre culture. On enterre le cordon dans le village. Oui. Ça, c'est une partie de l'enfant qu'on a déjà enterré. Oui. Maintenant, qu'on a amené au village. Maintenant, qui s'établit tout de suite un lien avec... Il s'établit un lien entre le village, ses ancêtres et lui. Oui. Maintenant, quand il meurt, il doit retrouver ses ancêtres. Et quand il retrouve ses ancêtres, il retrouve son cordon et là, à peu près ce qu'on appelle son âme. Oui. Donc, quand on sépare le cordon du corps à la mort, il y a sûrement un problème qui va se poser. On ne peut pas être superstitieux, mais si on a une culture, on doit comprendre la culture et savoir tenir aux éléments qui tiennent cette culture. C'est erroné de ne pas enterrer quelqu'un là où son cordon a été enterré. C'est erroné dans notre culture. Et il faut bien qu'on revienne à ça et qu'on remonte ces valeurs et qu'on les respecte. Voilà. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'on pourra procéder à des exhumations? Moi, je suis presque convaincu, pour connaître la culture africaine, soit il y aura les exhumations, à coup sûr, soit les gens iront faire les coutumes dans les cimetières. Ce qui n'est pas exclu, parce que ça va venir, que vous le voulez ou pas. On doit pouvoir s'incliner sur la tombe de son père. Tes petits-enfants doivent pouvoir s'incliner sur la tombe de leur grand-père. On ira dans les cimetières le faire peut-être. Ou alors ceux qui sont plus malins, chez les autres, ils enlèvent le crâne et ils amènent là où c'est contrôlable. Et c'est pratiquement la même chose. Mais les exhumations, ça se voit même déjà, si vous voulez. Ça se voit déjà? Oui, puisqu'on dit qu'on attrape des corps en route la nuit qui sont en train de partir. Ça, c'est des choses... ça fait rire, mais il faut se mettre dans l'état d'esprit de la famille qui est concernée. Et vous allez comprendre que c'est assez capital pour eux de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est une question morale, c'est une question de culture et c'est une question vraiment embêtante quand on ne peut pas y apporter une réponse. Voilà, on va repartir à Yaoundé où nous attend déjà Serge Aimé Bikoy, sociologue. Dites-nous, bonsoir Serge Aimé. Voilà, Serge Aimé Bikoy sur ces enterrements, on va dire, à la hâte. Quel est le regard du sociologue? Voilà. Oui, on va revenir avec vous, Raphaël Ndougo, la société, comment ça se passe, les notables, comment on vit tout ça dans les villages. Qu'on apprenne qu'on a perdu un enfant du village et le corps n'est pas revenu ici. Comment ça se perçoit au village? C'est très douloureux, c'est très difficile d'ailleurs. Vous allez peut-être le comprendre tout à l'heure parce que dans le village de ma maman, nous avons perdu ici Madouala, un de nos proches. Et
pour une petite virgule, il fallait payer 300 à 500 000 francs pour avoir les 2 mètres pour enterrer ce dernier. Cet argent-là même pouvait nous permettre de voyager avec le corps et arriver à Ovangoul. Et il est programmé vers la fin de ce mois des cérémonies y afférentes. Donc, sans corps. Sans corps, malheureusement. Oui. Malheureusement. Mais c'est-à-dire vous allez faire le deuil, vous allez faire le deuil au village sans le corps. Tout le rituel possible sera fait, sera respecté avec les palabres en question, et ainsi de suite. Sauf là où et tout ça. Là où il y aura bien, on va bien danser les sani. En fait, le problème c'est quoi, monsieur Outou? Le problème c'est l'homme. L'homme a ses étapes dans la vie. Tout à l'heure, le docteur a commencé par vous expliquer qu'on enterre le corps. Donc, c'est les étapes de la vie de l'homme. Oui. Et la dernière limite de cette étape-là, c'est la mort. Et donc, quand on ne peut pas respecter la dernière limite de l'homme, ce n'est pas une bonne chose. Et quand nous dansons les sani chez les Bantous, on danse les sani pour rendre la mort, comment on va dire, chaos. C'est-à-dire qu'on tourne la mort en dérision pour la faire fuir en réalité. Puisque nous disons à la mort, écoutez, monsieur qui est décédé là, vous ne voyez pas ces enfants qui sont en train de danser, vous ne voyez des populations qui sont venues, voilà la famille que le défunt a laissée. C'est pour cette raison qu'on tape. C'est ça les lamentations à l'ouest? Oui, à l'ouest, à peu près pareil. Il y a les lamentations oui, beaucoup de lamentations. Oui, voilà, on va revenir le même là-dessus. esprit. On finit d'abord avec... Donc, autrefois, lorsqu'on dansait les sani, ce n'était pas comme c'est fait aujourd'hui, peut-être parce qu'on a un peu voulu moderniser, c'était des initiés qui dansaient avec des lances. En principe, c'était pour faire peur à cette mort. C'est-à-dire pour montrer à ceux qui sont là, n'ayez pas peur. Ce monsieur a laissé, il y a même que quand une dame atteint un certain âge, oui, avec un certain nombre d'enfants et petits-enfants, on passe également à ce rituel-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va faire ces funérailles-là, si vous voulez, on va organiser ces obsèques-là, malheureusement, sans le corps. Et il faut noter qu'à ce niveau, je ne suis pas d'accord pour ceux qui veulent copier le blanc n'importe comment. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont leur habitude, ils ont leurs coutumes, ils ont leurs choses là-bas. Nous, on a notre tradition avec lesquelles nous ne voulons pas nous en séparer. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que le mort n'est pas mort. Lorsque je vais dans mon village, je vais m'incliner sur la tombe de mon papa et lui présenter la situation pour lui dire, écoutez, ça ne va peut-être pas là-bas en ville. C'est la même chose qui se passe dans plusieurs régions au Cameroun. Mais or, vous n'allez pas venir le faire dans un cimetière à Douala ou à Yaoundé alors que vous êtes de Siem Nord ou à l'ouest. Pourquoi la différence La différence, c'est que... Votre frère enterré là à Douala, c'est... Loin de ses ancêtres, donc loin des siens. Oui. Il est dans un mélange qu'il ne peut même pas s'exprimer. Ça dit que dans la tradition, on sait que quelqu'un est mort, le souffle s'est arrêté, c'est vrai. Mais ici, lorsque les fantômes peuvent faire leur réunion, il ne va pas se reconnaître. Les fantômes peuvent faire leur réunion, il ne se reconnaîtra pas. Puisqu'il n'est pas avec eux, il n'est pas dans son village, oui, il n'est pas avec les siens. Donc du coup, vous ne pouvez pas venir vous incliner ici. Vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, l'Africain, d'ailleurs, ceux qui nous ont amené la Bible, la litanie des saints, c'est quoi? La litanie des saints, il n'y a aucun saint qui vit. Tous les saints sont morts. Et qu'est-ce qu'on chante la litanie des saints? C'est qu'on rappelle ces gens-là un peu comme à la vie. C'est pour cette raison que nous aussi, lorsque je vais dire que je suis le fils de tel et le petit-fils de tel, c'est même ce qu'on tape sur les tam-tams. Parce qu'on raconte la vie de celui qui est mort. On vous dit, ce monsieur qui est mort, ça s'appelait tant, il était fils de tant, il a parlé dans telle famille, il a épousé une femme de telle famille. Donc tout ça là ressort dans notre tradition et il n'est pas question que l'on blague avec. Voilà, on va donc prendre enfin, ça c'est, je crois que cette fois-ci est la bonne, Serge Mebikoy. Bonsoir. Voilà, Serge Mebikoy, votre regard de sociologue sur ces inhumations à la hâte, on va le dire. Bien, le regard sociologique que l'on peut porter sur le phénomène des inhumations à la hâte vise davantage à interroger la procédure prescrite au Cameroun pour l'inhumation des victimes décédées de suite de la Covid-19. Cette procédure en réalité est faite de précipitation, d'extrême distanciation, de ségrégation et de stigmatisation des victimes et de leurs familles. Il faut noter que ces quatre phénomènes sont en réalité entretenus par la peur, la panique, voire la cause existentielle.
qui sont consécutifs, notamment au risque probable d'une forte contagiosité des effets cadavres. Si l'on prend notamment le cas du premier phénomène qui porte notamment sur la précipitation, vous allez constater que les familles aujourd'hui accusent les responsables publics et sanitaires d'enterrer notamment les morts avec empressement, sans égard aux traditions culturelles et culturelles qui sont notamment en vigueur dans l'ensemble des communautés culturelles camerounaises. Et c'est la raison pour laquelle vous constaterez que les cadavres aujourd'hui ne font plus l'objet d'attention ou encore de compassion du fait de leur contagiosité supposée et qui sont traités aujourd'hui comme de simples pas, quelqu'un parlait même comme de simples baisses, alors qu'en réalité, il y a un ensemble de fantasions sociales culturelles qu'il faut véritablement respecter de manière scrupuleuse, à tel enseigne que l'on peut justement accorder une attention particulière à ces causes, à ce temps, puisque nous sommes aujourd'hui dans une société évidemment africaine où il faut respecter ces exigences établies. Maintenant, si l'on prend le deuxième phénomène qui porte notamment sur l'extrême distanciation que l'on peut noter, il faut relever qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, les familles n'ont plus aujourd'hui droit. Lorsque vous êtes constaté, lorsque vous êtes atteint de Covid-19, vous êtes carrément systématiquement écarté de cette débrouille-là, que ce soit les familles, les proches, les camarades, les connaissances, les amis. Et aujourd'hui, ça crée un phénomène, ce que le professeur a appelé tout à l'heure la mort du deuil. Parce que là, maintenant, on est en train de désacraliser le phénomène de la mort. Parce qu'aujourd'hui, il y a justement cet ensemble de considérations que l'on peut davantage noter par rapport à cela. Et là, ça pose un problème social. Lorsque on atteint déjà le seuil du basculement dans la désacralisation de la mort, ça tue véritablement les différents rituels qui sont davantage entretenus autour de ce phénomène-là. Maintenant, le troisième phénomène porte aujourd'hui sur la stigmatisation négative qui est davantage portée sur un ensemble de personnes qui sont aujourd'hui victimes de cela. Lorsque vous êtes atteint de Covid-19, vous êtes stigmatisé négativement, même que vos proches, au point où les uns et les autres peuvent justement réclamer votre mise en quarantaine et ça pose un problème, ça pose un problème social, notamment au sein de la communauté, parce que vous rendez davantage compte qu'il y a une certaine perception négative, non seulement des familles dont les victimes sont... Voilà, des petits soucis avec Yaoundé. Docteur Tapa, vous parlez tout à l'heure les lamentations après le deuil. Oui, après le deuil, en fait, les lamentations dans notre culture, après le deuil, après l'enterrement, après l'inhumation, 9 jours après, il y avait une neuvaine qui était un peu le dernier hommage aux morts, lui dire au revoir, c'est-à-dire on balayait, les gens se lavaient. Est-ce que le fait d'enterrer les gens dans ce contexte-ci, Covid, empêche oui, évidemment, ces lamentations? Évidemment, puisque la communion avec le mort n'a pas eu lieu. Oui. La communion avec le mort n'a pas eu lieu. Et si, comme le disait tantôt, les morts ne sont pas morts. Quand vous vous rendez compte que les gens pour qui vous avez bâti votre vie, vous avez souffert pour eux, n'ont pas pu vous honorer pendant votre dernier moment, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment que le mort peut même se révolter, qu'on ne l'a pas enterré dans de bonnes conditions. Or, ici, ce n'est pas votre faute. Voilà. Ce n'est pas votre faute. Et c'est ça qui choque. Parce que normalement, à l'enterrement, on faisait ce qu'on appelait les veillées avant l'enterrement. Oui. Les veillées avant l'enterrement, le sens de la veillée avant, c'était qu'on communiait avec le mort pour une dernière fois. Maintenant, on interdit tout rassemblement. Dans la région du centre, on a même interdit carrément. Vous voyez ? Et ça nous dénature dans la culture où on est censé être. Vous savez, l'homme n'est rien sans sa culture. En réalité, vous pouvez trouver ça incompréhensible ou ne pas comprendre. Il reste vrai que sans culture, vous n'êtes rien. C'est pour ça que quand il évoquait l'Église catholique tout à l'heure, ça me faisait sourire parce que c'est la culture des gens. Et nous, on a notre culture. Et tant qu'on se détache de ça, on devient nul, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on revienne dans les normes des choses. Il faut plutôt voir comment concilier les deux. C'est vrai, il y a le risque d'infection, mais comment on peut faire pour que les choses continuent à se passer dignement. Voilà. Merci. On va repartir. Professeur Abouna, il est là. On va donc rentrer dans le domaine qui est le vôtre, à savoir comment... On va parler des rites funéraires, professeur. Est-ce que c'est important, les rites funéraires? Bien, cette absence de rites funéraires pose tel problème?
Oui, il pose des problèmes. Vous savez, il y a toute une galaxie de rites funéraires qui tournent autour de la prise en charge du corps. Et le phénomène Covid est déicide et culturocide à plusieurs égards. Déicide parce que ce phénomène-là tue le corps Dieu. Vous savez que lorsque vous mourrez, vous cessez d'être un être humain pour devenir un Dieu. Et même plus tard, c'est pour ça qu'on rend un culte aux reliques des saints. J'ai entendu quelqu'un parler des saints de l'Église catholique romaine. C'est pour ça qu'on rend un culte au crâne, même quand le corps est longtemps dégarni. Il est donc déicide parce qu'il nous empêche donc de rendre hommage au corps qu'on lève. On lève le corps. Et vous verrez, les gens viennent se prosterner devant ce corps-là. Et la façon dont même ce corps-là est habillé, je vous assure, monsieur Otou, il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais été aussi bien vêtus de leur vivant que lorsqu'ils meurent. C'est une façon de rendre un culte à ce Dieu corps-là. Et la gratuité qui entoure la prise en charge des corps du Covid pose également un problème. Parce qu'on peut être indigent de son vivant, mais pendant la mort, on ne l'est plus. Et la mort, les dépenses que l'on fait à la suite de la mort d'un proche ne comptent plus. Et c'est comme si on devait aux morts une dette que nous devons payer lors de leurs obsèques. Et je crois que cela n'est le secret de personne que de savoir, de connaître la multitude des anecdotes qui tournent autour de certains fastes qui entourent les obsèques. On dit par exemple que bon, quand il était vivant, on ne le prenait pas en charge, on ne le soignait pas, mais on vient dépenser de l'argent quand il est mort. Donc il y a donc cette gratuité-là qui pose problème. Les familles ont l'obligation de dépenser, et je crois que c'est une sorte de don et de contre-don. C'est-à-dire celui qui meurt pendant qu'il vivait a offert un certain nombre de dons. Maintenant qu'il n'est plus, on réagit un peu comme pour lui rendre cela par contre-don. Et je crois que la gratuité qui entoure donc la prise en charge des corps du Covid est défaillante à ce niveau-là. Elle pose un problème et elle vient donc tuer le Dieu corps, le Dieu auquel on rend un culte et à qui on va dire au revoir sur le pied de la tombe. Tout cela n'est plus possible. En plus d'être déicide, c'est-à-dire en plus de tuer Dieu, la prise en charge des corps du Covid est culturocide. Culturocide dans la mesure où elle tue la culture. Elle tue donc de ce point de vue-là tous les rites, ce qu'on appelle les rites post-mortem. Les rites post-mortem, c'est-à-dire tous les rites oraux et les rites manuels qui entourent la prise en charge des corps. Et vous savez que le rite, c'est un élément d'objectivation du sacré autant que le mythe. Le mythe dit le sacré et le rite nous relie au sacré. Personne n'a jamais été chez Dieu ou chez le diable pour savoir comment ça se passe là-bas. C'est le mythe qui va dire le sacré et c'est le rite qui va nous connecter au sacré. Si on ne peut donc plus faire les rites post-mortem, c'est une sorte de déconnexion entre les vivants et les morts. Donc voilà, peut-être sur la prise en charge rituelle, je crois qu'on peut écrire des tonnes de documents, des tonnes de thèses là-dessus, mais voilà de façon très ramassée ce que je peux dire en résumé. Cette prise en charge-là, elle est criminelle, doublement criminelle, parce qu'elle tue le Dieu corps, donc déicide, et ensuite elle tue la culture aussi. Voilà, je reste un temps avec vous, professeur Abouna. Est-ce que cette absence de rite post-mortem dont vous venez de faire allusion peut avoir un impact sur une incidence sur la descendance? Oui, sur ceux qui restent. Parce que si vous êtes déconnecté, l'interaction qu'il y a entre les vivants et les morts n'existe plus. Et surtout que, vous savez, les sociétés traditionnelles sont extraordinaires. Elles ont prévu des substituts. Parce qu'il y a traditionnellement des morts qu'on célèbre sans le corps. Par exemple, vous pouvez mourir dessus d'un crash aérien. Par exemple, vous pouvez mourir en mer, on ne retrouve pas le corps. Mais la tradition a trouvé un substitut fonctionnel. Chez certains peuples, ce substitut-là, ça peut être les troncs de bananier. Ce substitut-là, ça peut être un élément avec lequel vous avez été en contact lorsque vous mouriez, plus ou moins en contact lorsque vous mourrez. Et je pense que
pour ce qui est de la prise en charge des corps du Covid, le substitut fonctionnel de ces corps-là aurait par exemple été les photos. On aurait pu prendre les corps en photo, prendre tout le processus comment dirais-je, de nettoyage, de traitement des corps pour que les gens soient convaincus. Et avoir, par exemple, rentrer en interaction avec les familles pour que les familles et les autorités qui prennent en charge ces corps-là trouvent un consensus. Et bien évidemment, si ces rites-là ne sont pas perpétrés, il y aura des conséquences inestimables sur les descendances. Et ces conséquences-là peuvent aller de la malchance, c'est-à-dire le plancher de ces conséquences-là, c'est la malchance, et elles peuvent monter en puissance jusqu'aux morts physiques, jusqu'à la stérilité ou jusqu'à l'éradication de certaines familles ou de certains clans. Voilà, professeur, une dernière. Est-ce que l'exhumation des corps et l'organisation d'autres rites post-mortem peut comme ça entraîner, peut stopper ces malédictions dont vous venez de dégrainer là? Oui, à une condition. Vous savez, monsieur Autour, ces corps-là, on ne sait pas comment ils sont traités. Est-ce que, par exemple, on n'y verse pas de l'acide? Vous comprenez un peu? Et lorsque vous versez l'acide, vraiment, la matière organique sera complètement dissoute au point où on ne pourra plus rien exhumer. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les familles ne sont pas convaincues que les corps qui se trouvent dans des cercueils qu'on ne peut plus ouvrir sont effectivement leurs corps. Et je ne vois donc pas, peut-être au bout de 5 ans ou de 10 ans, lorsque les tissus mous du corps sont partis, si on vous présente un cercueil, comment saurez-vous, un squelette autant pour moi, comment saurez-vous que ce squelette est le vôtre? Donc je crois qu'il y a des rites pour exhumer les corps et pour les réinhumer. Mais il y a quand même ces préalables-là qu'il faut prendre au sérieux. Est-ce que ces corps-là ne sont pas acidifiés? Est-ce que ces corps-là sont effectivement les corps des membres des familles qu'on enterre? Donc voilà. Voilà, merci professeur. Ça veut dire qu'on rentre là dans un cycle très très compliqué. Docteur. Vraiment compliqué. Ça devient très complexe. Ah oui, très complexe parce que le fait de ne même pas être à mesure de s'assurer que c'est son mort qu'on enterre, c'est un gros problème. C'est un gros problème, d'autant plus qu'on ne peut même pas corriger facilement plus tard ce qui se passe. Néanmoins, je crois que sur le plan rituel, la famille, qui n'est pas le premier responsable de cette pratique, est épargnée d'un certain nombre de choses de la part de mort. On assume. Mais ça n'empêche pas que s'il y avait d'autres antécédents avec le mort, que les rites, plus tard, reflètent un peu. Parce que ce qu'il décrivait tout à l'heure est assez pertinent. Et c'est ce qu'on vit tous les jours. Moi, on me dit d'aller faire des trucs pour la 4e génération de mes grands-parents. Oui. Je ne les ai jamais connus. Mais on me dit, il y a des choses qu'il faut faire pour ton arrière-grand-père. Il faut aller le faire. Ça, c'est la culture. Tu y crois ou tu n'y crois pas, personne ne veut mourir avant de se rendre compte que c'était vrai. Donc, c'est des choses qu'il faut tenir, c'est des choses qu'il faut protéger, c'est des choses qu'il faut réactualiser et regarder de très près. Je crois que c'était une erreur d'avoir... C'est bien de faire une équipe qui s'occupe du corps et qui le protège jusqu'au cimetière, mais c'est bien d'associer la famille à tous les niveaux du processus. Voilà. Direction Lyon, docteur Tuante. André, est-ce que l'exhumation des corps et l'organisation des rites funéraires, vous pensez, c'est une solution envisageable pour se rattraper, une façon de se rattraper? Écoutez, je crois que dans toutes les traditions, les rites mortuaires... les rites mortuaires sont certes pour les morts, mais sont aussi beaucoup pour les vivants, pour ceux qui restent, et font partie un peu de tout le processus de deuil. Alors, dans des situations comme celle-ci, où pour des raisons X, Y, des raisons, voilà, on ne peut pas enterrer les morts, on peut pas enterrer comme ça se doit les morts, on pourrait effectivement envisager de pouvoir laisser la possibilité aux familles, après la crise, d'exhumer leurs morts et de faire leur rite
et d'aller les enterrer où ils souhaitaient les enterrer, parce qu'aujourd'hui, des gens sont enterrés un peu à la va-vite dans des endroits où, s'ils avaient par exemple des souhaits où ils n'avaient pas souhaité être enterrés. Je crois qu'on peut autoriser aux familles de pouvoir exhumer leur corps plus tard et d'aller les enterrer là où ça se doit, d'après eux. Parce que ça fait partie un peu aussi de faire son deuil, quoi. Parce que sinon, on aura après cette crise, moi c'est une chose à laquelle je pense de plus en plus, on aura après cette crise beaucoup de cas de dépression, de cas psychologiques à prendre en charge, parce que les gens n'auraient pas fait le deuil comme ça se doit. Donc voilà, moi je crois que c'est une solution à envisager une fois que les choses se seront calmées, oui. Voilà, merci docteur. Raphaël Ndoukou, revenons à ces cérémonies-là il y a le Nsilaou, les peuples de la forêt. Vous pensez que on enterre aujourd'hui, on ne respecte pas tout ça, mais chez vous, vous avez pris le cas qui vous concerne, vous dites que tout ça est prévu dans quelques jours, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des gens il y a des familles où on a tourné la page. Oui, ces familles qui ont tourné la carte, bon, c'est leur choix d'avoir tourné la carte. Je vous ai dit que la tradition, on vit avec, c'est-à-dire que nous sommes nés dans la tradition et nous autres, nous vivons avec. Il n'est pas question de tourner la page lorsqu'on a perdu un être cher. Et même, lorsqu'il y a séparation, je veux prendre l'exemple des parents, c'est-à-dire qu'un père meurt de ses enfants, il faut bien ça. Parce que la famille maternelle du défunt viendra, ils viennent là-bas avec leur bénédiction qu'ils doivent donner à leurs neveux. Et donc, cela ne va pas se faire dans les villes, cela se fera au village. Et de manière bien organisée. Et ce qui est même vrai, c'est que dans la séparation, vous n'avez jamais vu dans des familles où peut-être le parent est décédé, si on n'a pas respecté tout cela, peut-être qu'un enfant même peut partir. C'est-à-dire que quelqu'un peut également mourir à cause je crois que le docteur parlait de la dépression, à cause de cette peur-là. Donc il faut vaincre la mort, en principe. Même le christianisme, même quand on voit un peu comment ça fonctionne, vous vous rendez compte que Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc nous aussi, nous devons chercher à vaincre la mort. Et pour vaincre la mort, il faut bien entendu organiser nos rites. Et même si ce n'est pas encore le temps de l'exhumation, il faut quand même organiser pour de telle manière que la famille qui reste véritablement avec des forces. Quand vous perdez un être cher, il y a des rites qu'il faut subir. D'autres refusent aujourd'hui parce que peut-être la société est ce qu'elle est. Il y a des brebis galeuses partout. D'autres refusent de faire ces rites sur le plan traditionnel. Mais ils vont voir des pasteurs et des prêtres. À partir du moment où on peut le faire, il faut donc comprendre que la séparation est très triste. Et la séparation, on laisse souvent des séquelles dans des familles. Donc, on ne peut ne pas organiser. Il faut même que les peuples bantous qui ont perdu les leurs organisent véritablement les rites pour on tord le cou à la mort. C'est-à-dire que l'objectif ici, c'est de dire à la mort que nous t'avons vaincu. Tu ne peux pas nous vaincre, c'est nous qui t'avons vaincu. C'est pour cette raison qu'on doit automatiquement organiser ces rites-là. Voilà. Serge Bikoy à Yaoundé, ces derniers jours, on a vu des images, c'est-à-dire des familles qui n'acceptent pas que les leurs soient enterrés à la hâte. On a vu ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé à l'hôpital Sébec à Bonabéry, où une famille a pris à partie le corps médical là-bas, on va le dire comme ça. Comment vous interprétez tout ça? J'interprète cela sous le regard des violences qui existent, notamment les violences qui ont été davantage perpétrées sur ces différentes familles-là. En fait, je vois là le rapport de force entre les forces de l'ordre et les différentes familles dont les victimes ont été justement atteintes de la Covid-19. Et là, ça pose un problème de fond au niveau de l'autoritarisme que l'on veut faire prévaloir par rapport à la gestion des corps atteints de coronavirus. Je me rends davantage compte qu'il n'y a pas cet accompagnement psychologique là des différentes familles, parce qu'aujourd'hui,
les forces de maintien de l'ordre veulent faire prévaloir cet autoritarisme, cette répression systématique, de manière à pouvoir enterrer systématiquement, il y avait un certain emplacement ces corps-là. Ça pose un problème au niveau de la gestion hygiénique même des corps. Ça pose un problème au niveau de la régulation sociale par rapport à l'autoritarisme qui existe. Et du côté de ces forces de l'ordre-là, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'il y ait des forces de maintien de l'ordre qui sont imbibées d'une certaine répression systématique au moment où les familles vivent un drame psychologique, un drame social. Parce que lorsque vous perdez un être cher, il faut savoir que vous êtes confronté justement à cette crise sur le plan moral et sur le plan social. C'est la raison pour laquelle il faut éviter des comportements rétrogrades liés notamment à la répression de ces différentes familles-là. Il faut plutôt les accompagner à pouvoir enterrer dignement leur mort, même si cela porte atteinte à l'ensemble des rituels traditionnels et culturels qui sont notamment en vigueur dans l'ensemble des rituels culturels camerounaises. Moi, je pense que ces violences qui ont été observées notamment à Conabéry, tout récemment à Douala, posent donc ce problème-là du fait qu'il faut éviter aujourd'hui un certain autoritarisme hygiénique qui pourrait davantage briser les ressorts anthropologiques ou bien sociologiques liés par exemple au respect systématique du défunt. Parce que vous savez aujourd'hui, la mort a un caractère sacré, voire sacralisé. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas davantage mettre davantage en relation, bien en relief, ces différents comportements rétrogrades ou bien réfractaires. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut beaucoup plus qu'il y ait un accompagnement psychosociologique ou bien psychosocial d'un ensemble de familles qui sont aujourd'hui meurtries par ces deuils que les uns et les autres justement n'attendaient pas, parce que ça veut aujourd'hui que la pandémie de coronavirus, depuis 3 mois déjà, entraîne ces dégâts qui sont systématiques. Et il ne faudrait pas véritablement que les différentes salles de prise en charge aujourd'hui qui soient confrontées, qui aient davantage de morts, puissent également créer encore d'autres scènes de violence par rapport à des forces de l'ordre qui vont recruter systématiquement les individus qui veulent accompagner dignement leur mort. Voilà, docteur Tapa, sur ces violences-là, les images qu'on a vues, la famille qui s'en prend au corps médical. Oui, les violences, si on s'arrête à la violence, on est en train de survoler le problème. Oui. Si vous regardez, le Covid vient trouver une situation au Cameroun, c'est-à-dire le traitement de la clientèle. Ouais. Comment vous traitez les gens qui vous apportent de l'argent et qui viennent chez vous, ça c'est un gros problème chez nous. Quand vous regardez le personnel hospitalier, d'une part, comment il se comporte aujourd'hui dans les différents hôpitaux, il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. On a atteint un niveau, je ne sais pas, d'indifférence qui appelle à se ressaisir aujourd'hui. Au Cameroun, on remarque de plus en plus que les gens ne partagent plus. On ne partage plus la douleur, on ne partage plus les problèmes. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'hôpital, c'est tout le monde qui se comporte comme s'ils n'étaient pas concernés, alors que c'est leur premier objectif là-bas. Vous croyez que ça commence à monter à partir des soins qu'on donne aux malades. La violence ne vient pas quand le malade est mort. Oui. Ça commence quand il y a toujours des antécédents. Comment on l'a reçu quand il est venu, qu'est-ce qu'on a demandé, quelles sont les conditions qu'on a posées. Et il se pose toujours ce problème au Cameroun. Jusqu'à quand on va continuer à demander de l'argent aux malades qui viennent indigents et en urgence avant de les prendre en charge? C'est un problème. Et quand vous voyez les citoyens commencer à s'énerver à partir de ce moment, la mort ne vient que donner le coup de grâce, déclencher un phénomène qui était en train de se construire. Donc, il y a un problème profond au Cameroun, c'est le traitement, les interactions entre les Camerounais. Et quand on appelle la force de l'ordre, regardez comment ils se comportent. C'est hautement répressif. Hautement répressif. Parce que dans une situation où la force de l'ordre intervient, on devait donner l'opportunité aux gens de s'expliquer, de trouver une solution consciente. Pas venir reprimander comme si les gens n'avaient plus le droit de dire que les choses n'ont pas marché. Donc il y a ce problème de fond qu'il faut revoir, le comportement de la force de l'ordre quand ils arrivent aussi, et le comportement du personnel hospitalier. C'est vrai que les familles ne sont pas toujours des modèles en matière de comportement, mais il faut savoir que quand les gens sont dans la douleur, ils ont besoin, on peut être indulgent vis-à-vis de certaines erreurs qu'ils peuvent commettre. Merci, merci docteur. Le temps pour nous d'aller retrouver Cédric parce qu'il est déjà là pour le 20h. Bonsoir Cédric Noufélé, bienvenue une fois de plus. Bonsoir Cédric,
Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette vidéo devenue virale. Les images choquantes d'une dame décédée dans une voiture dans l'enceinte de l'hôpital régional de Berthois, dans la région de l'Est, suspectée d'être décédée des suites de Covid-19. Vous avez vu comment sa famille a exprimé sa colère devant ce qu'il considère comme l'indifférence du personnel soignant. Dans l'enquête d'Equinox Télévision, la directrice de l'hôpital régional de Berthois réagit dans le journal de 20h sur ce qui s'est passé et sa version des faits. C'est à suivre dans quelques instants. Nous parlerons également des difficultés que rencontrent les hôpitaux de district et certains hôpitaux de référence. Ces différentes formations sanitaires manquent d'équipements médicaux nécessaires pour faire face à la progression de la pandémie de coronavirus. Ces hôpitaux appellent aux âmes de bonne volonté afin de renflouer, de renforcer le plateau technique et de pouvoir donner des soins médicaux de façon optimale aux usagers qui se présentent dans ces différentes structures hospitalières. Au-delà de la pandémie de coronavirus, il y a une épidémie de rougeole qui fait des ravages au Cameroun, des milliers de cas enregistrés et environ 11 enfants décédés des suites de rougeole. Comment en est-on arrivé là? C'est une autre enquête à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir du décrochage scolaire. Vous le savez, durant près de 2 mois, de nombreux élèves sont restés sans aller à l'école. À peine ont-ils repris le chemin de l'école que des enseignants sont inquiets. Très peu d'entre eux ont gardé encore les notions de base apprises au premier trimestre et au deuxième trimestre, des inquiétudes à quelques mois, au moins à moins d'un mois des examens de fin d'année. Vous les écouterez dans le journal de 20h. C'est Jalan. Ah, c'est des qu'ils ont tout oublié en 2 mois. C'est le constat que font des enseignants près de 2 semaines après la reprise du 3e trimestre. De nombreux élèves, notamment ces élèves inscrits en classe d'examen, ont presque tout oublié, des notions importantes. Des enseignants s'inquiètent. Il reste moins de 4 semaines à l'approche du baccalauréat, du BEPC ou du probatoire. Seront-ils prêts pour ces examens? Nous en parlerons ce soir. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel du 20h de Cédric Noufelé. Dans un instant, nous on se retrouve après le 20h pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités à Yaoundé et ici en plateau à Douala. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, nous sommes toujours en compagnie du docteur Tapa Faustin Roger à Yaoundé, Serge Mebikoy, le professeur Abouna et depuis Nyon, le docteur Tchanthieu André. Et sur ce plateau, je commence par lui, Raphaël Ndougou. Vous avez regardé ces images, quel est le sentiment qui vous anime? Les images qui nous viennent de Berthois. C'est tout triste. J'ai quand même vu ça en journée. C'est triste parce que je crois même qu'il y a un récit il y a une voix d'une dame qui sort à l'arrière de cette vidéo indiquant l'hôpital. C'est triste parce que quand vous vous rendez dans un hôpital, la prise en charge d'accueil même d'abord, au niveau même de l'entrée, commence déjà à vous soigner. C'est-à-dire que même si les déclarations du chef de cet hôpital sont même avérées, à savoir peut-être que la femme serait décédée, ce n'est pas pour autant qu'on va manger la femme dans la voiture. C'est-à-dire que la famille aurait bien voulu que le brancardier arrive là et qu'on puisse conduire cette dame dans une salle. Et que peut-être après on annonce qu'elle est décédée. Ce qu'elle dit là ne tient pas du tout. Et c'est des cas, tout à l'heure le docteur en parlait, comment on fait même dans nos hôpitaux? Est-ce qu'on se rend bien compte que quand quelqu'un arrive là, ça peut être lui aujourd'hui qui est malade, que le médecin même demain peut aussi tomber malade? Je vous assure que si on ne prend pas quelqu'un en compte à l'hôpital, moralement il est diminué. Vous pouvez aller là avec une petite maladie et puis vous mourrez. Donc chez nous, il faut quand même interroger cette façon de fonctionner. Comme nous voyons notre ministre de la Santé là, au front comme on dit, il faut bien qu'il prenne des mesures pour ce cas-là. C'est-à-dire que même si il est établi que la dame était décédée, mais le seul fait qu'on n'a pas assisté... Quel genre de mesures? Cette dame-là, peut-être suspendre le chef de cet hôpital.
Oui, parce que si elle n'a pas donné des directives, si elle n'a pas donné des orientations dans son hôpital, nous avons vu cette vidéo que la dame est couchée, bien entendu, dans une voiture. Et que, à partir du portail, on annonce des cas urgents, le personnel qui doit se mettre en blanc. Donc, ce n'est pas une affaire de blague, c'est que quelqu'un est décédé. Vous avez vu le mari qu'on annonce qu'il a fui l'hôpital tomber, vous avez vu son fils, tout le monde était dans les mois total. Donc, nous disons que nos hôpitaux ne doivent pas être les mouroirs. Nos hôpitaux doivent être des endroits où quand on se rend, on sait, c'est vrai que c'est Dieu qui soigne, mais le médecin administre le traitement. Et avec l'aide de Dieu, le malade peut s'en sortir. Mais à partir du moment où le médecin lui-même et ses équipes ne veulent même plus... Vous savez, vous pouvez arriver dans un hôpital, voici un médecin en face de moi, ne serait-ce que les paroles du médecin commencent par vous soigner. Lorsque vous discutez avec le médecin, lorsqu'il vous pose certaines questions. Mais chez nous, quand on arrive aux urgences, par moment, on vous dit, allez acheter le médicament là-bas, allez acheter telle chose. On vous envoie comme ça, pendant ce temps, quelqu'un est en train de souffrir. Par moment, même vous allez à l'hôpital, étant en détresse vous-même, vous n'avez pas de garde malade, vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne. On vous malaxe à gauche et à droite, vous perdez votre temps comme ça là, alors que vous êtes en cas d'urgence. Qu'est-ce qui est fait chez nous dans le cas des urgences? Est-ce que véritablement même les urgences de nos hôpitaux font véritablement le travail? Est-ce qu'il y a des urgentistes formés? Est-ce qu'il y a le personnel qui est là? Est-ce qu'il est suffisamment formé pour accueillir les malades? Voilà, docteur Tapa, le directeur de l'hôpital régional de Bertois, dit que la dame, la patiente, est arrivée déjà décédée. Est-ce que c'est... Oui, en fait, si on se peut lui accorder des circonstances atténuantes au directeur? On peut accorder des circonstances atténuantes au directeur, mais le doigt accusateur ne doit pas avoir un objet ici. Parce que le problème est profond. C'est plus profond qu'un cas qu'on vient de vivre aujourd'hui. Oui. Vous voyez, nos hôpitaux battent le record des improvisations. C'est-à-dire que on devait déjà, au niveau de la formation, il devait avoir le customer service, c'est-à-dire le service de la clientèle. Ça va être une matière qu'on apprend aux gens. Qu'est-ce qu'on fait ABC quand un malade arrive à l'hôpital? Ça, c'est la première des choses. Les gens ne naissent pas avec un comportement, on apprend. C'est pour ça qu'on va à l'école. Et nos hôpitaux battent le record du personnel qui ne se recycle pas. Il n'y a pas un système de recyclage prévu. Il n'y a pas un système de formation additionnel. Dès que vous êtes diplômé, ça veut dire que vous êtes qualifié. Ça, c'est une caractéristique qui est propre au pays africain. Et il faut que les gens comprennent que définitivement, on se forme par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre. Si vous voulez des gens qui travaillent les urgences, formez-les pour les urgences. Si vous voulez que les gens se comportent bien, formez-les par rapport au comportement. Le brancardier qui voit peut-être le malade entrer, ça c'est pas son problème, c'est le problème de l'infirmier, n'a rien compris. Il n'a pas compris parce qu'il est méchant, mais il a compris parce qu'il n'a jamais été formé. Il ne donne que ce qu'il a. Donc, il y a cette carence au niveau de la formation dans nos hôpitaux qui fait surface. Et maintenant, un autre côté, il y a le côté humain. Le côté humain a disparu, je le signalais tantôt, dans nos hôpitaux. Les gens n'ont plus l'impression qu'ils ont affaire à des êtres humains. À un moment, on ne peut pas arrêter la mort. On ne peut rien, même si vous êtes le meilleur médecin du monde. Mais l'accompagnement, c'est-à-dire votre préoccupation par rapport au cas, peut atténuer la conscience, la douleur. Vous voyez ce garçon, le cri de ce garçon me reste quand je l'entends. Quand tu perds ta mère, ton père, c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas encore eu, vous ne pouvez pas le ressentir. Mais on ne pouvait peut-être pas arrêter le cas de mort, mais le comportement a poussé à la violence. Et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, sur le plan du personnel même, le directeur, on l'évoquait tantôt, parfois ils sont débordés par manque de moyens. Hein? Et les moyens sont d'abord individuels et ensuite collectifs. Les premiers moyens, quand vous imaginez qu'au Cameroun aujourd'hui, moi j'ai été médecin dans la fonction publique camerounaise, où j'ai commencé, mon premier salaire c'était dans les 354 000. Le premier salaire. Après c'est passé avant la dévaluation. Après c'est passé à 125 000. Oui. J'ai touché 125 000. Après c'est passé à 75 000. Ça c'est des choses qu'il faut que les gens sachent. Dans notre pays, quand vous prenez une ville comme Douala, oui, la moyenne de l'allocation, c'est entre 150 000 et 200 pour avoir quelque chose de bien décent. Quand un médecin a un salaire de 200 000 aujourd'hui, vous attendez qu'il fasse comment? Avec le bailleur qu'il attend le soir, qu'il attend. Quelle est la motivation que ce médecin peut avoir pour travailler? Il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Il est obligé parfois de perdre de vue
l'aspect social, l'aspect compassion qu'il a, parce qu'il a son sort qui l'écrase. Ça, il faut pas. On a banalisé ça au Cameroun au point où on est passé dessus. On trouve normal qu'une infirmière touche 80 000. On trouve normal qu'une mère de famille qui passe les gardes à l'hôpital 3 fois par semaine, qui n'est jamais là pour son mari, qu'elle touche moins de 100 000 francs de salaire par mois. Ça, c'est la motivation est d'abord absente. Au-delà de ça, allez lui demander donc de se former personnellement. Ce n'est pas possible. Et cette formation additionnelle, on ne met même pas à sa disposition. Donc le problème est profond. Le problème, c'est un problème de système. Vous voyez, on nous montre le centre des urgences et l'oxygène, c'est un problème. Au point où on demande les dons. J'ai dit, on marche par la tête au Cameroun. L'oxygène, c'est le premier médicament dans les hôpitaux. Il n'y a pas un hôpital qui n'est... Un hôpital sans oxygène, ce n'est pas un hôpital. Par définition, c'est le premier médicament parce que vous devez maintenir les malades en vie avant de les soigner. Si ce qui maintient les malades en vie, c'est l'oxygène. Et quand dans un hôpital, l'oxygène devient le luxe, on parlait du centre de réanimation. L'oxygène, ce n'est pas pour la réanimation, c'est dans toutes les salles qui accueillent les malades. Et à tout moment où le malade a besoin de l'oxygène, on doit le lui donner. L'oxygène, ce n'est pas de l'or, ça ne coûte rien. Quand vous voyez comment on fabrique l'oxygène, c'est amusant. Je suis venu à proposer des choses ici longtemps par rapport à l'oxygène. C'est l'air atmosphérique, la matière première. Qu'on soit au 21e siècle en train de poireauter autour de l'oxygène au Cameroun, comme c'était quelque chose d'extraordinaire, on venait d'acheter des grosses voitures, des machins. Une seule voiture, ça fait l'oxygène dans les hôpitaux ici. Pourquoi on n'y arrive pas? C'est bien beau de blâmer la directrice ou de blâmer. Elle a quel moyen pour pouvoir assurer déjà du gardien à l'intérieur, pour motiver les infirmiers à comprendre qu'on peut se comporter autrement. On ne justifie pas l'animosité des uns et des autres, ouais. Mais il faut comprendre qu'à la base, il y a un problème fondamental. Vous ne pouvez pas traiter le personnel de santé comme on le traite chez nous et vous attendez des résultats. C'est pratiquement impossible. Voilà, Serge Bikoy sur les images qui nous viennent de Berthois. Bien, la réflexion que je fais davantage à ce niveau, c'est l'absence d'humanité, l'absence d'humanisme que l'on peut davantage relever par rapport à ce cas qui a été observé aujourd'hui à l'hôpital régional de Berthois, parce qu'on se rend davantage compte qu'il y a ça pose le problème de la prise en charge dans les différents hôpitaux et centres de santé déterminés. Et lorsque l'on voit ce cas-là, les différentes images qui ont été davantage relayées, non seulement sur les réseaux sociaux, de même que sur la chaîne de télévision Equinox, donc c'est davantage compte qu'il y a un problème de forme au niveau même de la considération des patients, que ce soit des patients décédés ou bien des patients non décédés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau du personnel médical qui est lié notamment à l'absence de formation en termes de gestion des ressources humaines, en termes de gestion des relations sociales, en termes de gestion même de la vie sociale. Ça, c'est un cas qui s'est posé parmi tant d'autres. On se souvient que beaucoup de cas ont été répertoriés notamment par les formes de médias, que ce soit ici à Yaoundé, que ce soit à Douala ou bien dans d'autres villes. Souvenez-vous que tout récemment, on parlait encore de la mort de cas de bébés plus faute de couveuse. Lorsque l'on voit les cas d'une telle envergure, ça montre véritablement qu'il y a un problème de fond. Aujourd'hui, au niveau de l'approche systémique, on peut davantage répertorier par rapport à l'observation de ce phénomène-là. Je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau de la socialisation des individus, au respect du patient qui se présente à l'hôpital, la socialisation des individus, au respect même de la vie humaine. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit une crise de la considération sociale par rapport à un patient qui est déjà décédé, par rapport à une patiente qui est déjà décédée, on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne respecte plus les individus qui se présentent notamment à l'hôpital, quel que soit leur statut, soit de défunt, soit de personne vivante. Et alors là, il y a aujourd'hui nécessairement un problème lié davantage à la rééducation, mais à la resocialisation de ces différents patients-là, qui doivent davantage être privés d'un ensemble de considérations liées à l'humanisme. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on voit ce problème-là, avec le temps que ces différentes familles, que cette famille-là a vécu, il y a un sérieux problème. Et là, ça pose par conséquent d'autres problèmes, notamment liés à l'ensemble des personnels, que ce soit les aides-soignantes, les infirmiers, les brancardiers, entre autres, qui aujourd'hui
présente un problème au niveau de l'absence de la gestion même des ressources humaines. Et lorsque le médecin relève aujourd'hui également un problème de crise économique par rapport aux salaires qui sont aujourd'hui qualifiés de dérisoires par rapport à la conjoncture économique qui a été davantage constatée depuis des années, c'est également un problème qui peut davantage expliquer aujourd'hui le fait qu'il y a une certaine déliquescence des normes, des règles, des valeurs par rapport au traitement des différents patients. Lorsque quelqu'un n'a pas un traitement humanisant ou bien un traitement favorable par rapport à ses conditions de vie et de travail, ça peut par conséquent entraîner un système de déstructuration de son statut social, au point où il y a une certaine conspiration négative de son travail qui mène au quotidien. Je pense que lorsque l'on agence ces différents déterminants-là, il y a matière à réflexion par rapport à l'approche systémique qui mérite d'être davantage implémentée au niveau de la considération du personnel, au niveau du traitement même des patients qui se présentent par rapport à l'humanisme qui devait être une fois de plus inculqué à ces différents personnels. Voilà, Raphaël Ndougo, on retient quand même que cette absence d'humanisme qu'on décrit sur ce plateau, comme a dit le docteur Tapa, résulte de absence de formation et absence de motivation véritable. Oui, c'est un problème profond. Je crois même que si il fallait qu'on se penche dessus, les enseignants vous diront la même chose. Mais il se trouve quand même que... Donc vous restez sur cette image, oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu le personnel venir nous n'avons pas vu au chevet de la dame. Au moment de tourner la vidéo amateur, on n'a pas vu quelqu'un venir quand même en courant, en blouse. Oui. Donc du coup, nous on se pose la question, est-ce que cet hôpital a été vide? Est-ce qu'il n'y avait même pas un infirmier ou même quelqu'un qui travaille là-bas? Parce que oui, aujourd'hui, les problèmes de santé au Cameroun, véritablement, c'est pas, surtout les enseignants et les médecins, on sait. Mais sauf que, à un moment donné, on peut faire un travail véritablement pour dire, j'ai accepté de faire ce travail et je le fais la main sur le cœur. Peut-être qu'un jour, la situation des médecins changera et même des enseignants. Mais de là à abandonner la dame dans la voiture, elle est morte, soit dans la voiture, soit dans la maison, c'est pas un problème. Mais je vous dis qu'il y a la possibilité de la transporter, de l'amener dans une salle et puis d'annoncer après que véritablement, elle est morte. Si on l'abandonne comme ça, il y a un problème. Et c'est pour cette raison que je me dis, c'est mieux quand même que le ministre se penche dessus, même si on ne va pas à limoger la dame, mais du moins le chef de cet hôpital, mais qu'on sache quel était véritablement le problème. Parce que ce qui est sûr, la prise en charge au niveau privé est assez différente que dans les hôpitaux publics. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sérieux, ou alors on trouve aussi ces mêmes médecins-là dans les hôpitaux privés, il y a un sérieux peut-être parce qu'il y a le prix à payer, c'est vrai, oui. Mais là-bas, il y a quand même la conscience professionnelle. Parce qu'il y a une certaine conscience qui doit animer les médecins infirmiers. Je suis d'accord avec le docteur parce qu'il dit qu'il faut former les gens, je suis d'accord. Il faut bien que quand vous travaillez au service des urgences, qu'on vous forme, qu'on vous dise quand même que non. Lorsque vous voyez une famille qui arrive, lorsque vous voyez quelqu'un qui vient dans une voiture, allez vers lui, demandez-lui s'il peut marcher, ainsi de suite. À ce moment-là, le malade lui-même commence à se soigner parce qu'il y a une prise en charge sérieuse dans l'hôpital où on l'a amené. C'est pour ça que je voulais dire que c'est Dieu qui guérit, mais le médecin soigne. Mais si la dame est abandonnée comme ça, comme vous voyez cette famille-là, tout le monde tombe, tout le monde était dans les mois, tout simplement parce qu'on n'a pas vu quelqu'un venir. Okay. Et c'est donc ça que je dis, qu'à ce niveau-là, loin des salaires, oui, mais le problème est là, celui qui est de qu'on n'a pas assisté quelqu'un qui était en danger. Docteur André, voilà, on repart du côté de la Suisse. Vous avez regardé cette vidéo, voilà, et le directeur de l'hôpital régional de Buea dit que la dame est arrivée déjà décédée. Elle était en phase, on parle de détresse, était en détresse respiratoire. Est-ce que ça, on peut lui accorder des circonstances atténuantes? Écoutez, je crois qu'on a affaire, et je crois que je vais aller aborder dans le même sens un peu que l'ensemble du plateau. Je crois qu'on a, en tant que médecin, un devoir de servir au-delà de tout ce qui peut être, qui sont tout à fait vrais, hein, je ne les remets pas en question, au-delà de tout ce qui peut être les frustrations personnelles sur
le manque de formation, les salaires insuffisants et ainsi de suite. Je crois qu'il y a un devoir de servir qui doit passer un peu au-delà de tout. Et cela doit s'exprimer encore plus dans le corps médical parce que les conséquences d'un mauvais service peuvent être fatales, mais également dans cette fatalité, il y a la perception que la famille des patients peut avoir. Et dans le cas de cette vidéo, justement, la famille a l'impression que même si le patient était arrivé dans un cas de détresse respiratoire et ainsi de suite, encore que quand elle dit détresse respiratoire, si un patient est en détresse, ça veut dire qu'il n'est pas encore décédé. Donc, on a un devoir de moyens en tant que médecin, donc il faut tenter quelque chose. Il faut montrer qu'on agit, même quand la situation semble être désespérée, il faut pouvoir faire quelque chose. Donc, je pense que forcément, je n'aborderai pas dans ce sens-là. Il fallait pouvoir faire quelque chose. Mais je voudrais également revenir sur quelque chose que le docteur Tapa a mentionné, qui est la formation en cours, ce qu'on appelle en anglais Continuous Medical Education. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez criard dans les systèmes de santé de nos pays, de ne pas entretenir le knowledge chez les médecins. Et on sait que dans toutes les sciences en général, c'est assez dynamique, ça change assez souvent. Il serait possible, aujourd'hui on parle de décentralisation, d'organiser une décentralisation de l'ordre des médecins qui pourrait assurer ce genre de formation en cours d'emploi et mettre en place un système de renouvellement d'autorisation d'exercer, par exemple pour les médecins, sur la base d'un certain nombre de formations qui auraient été faites au cours d'un intervalle de temps déterminé. Ça, c'est des systèmes qui existent un peu partout et les compétences sont largement suffisantes au Cameroun pour pouvoir organiser ça. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont faciles à mettre en place, mais pour lesquelles il faut un cadre. Il faut un cadre qui soit défini pour pouvoir mettre en place des choses comme ça. Après, la déclinaison peut se faire au niveau des infirmiers, au niveau des aides-soignants et ainsi de suite. Donc ce sont des choses en fait à mettre en place et on ne devrait pas aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un pays avec le potentiel que nous avons, déplorer des choses comme ça. Surtout que tout le monde sait ce qu'il faut faire, tout le monde sait comment on le fait, il faut juste mettre le cadre en place, à mon avis, à mon très humble avis. Voilà, Dr Tchancho et tout le reste, je vous propose maintenant d'écouter le chef de famille, je crois en principe, M. Eloga. On écoute et on revient juste derrière. Femme qui vient de décéder à l'hôpital régional de Bertois. Je suis très navré de constater que les détracteurs, les utilisateurs des réseaux sociaux utilisent l'événement de la mort de mon épouse pour fragiliser les mœurs et surtout tous les efforts qui sont faits jusqu'à maintenant, puisque moi, j'ai été extrait de mon domicile par les soins de l'hôpital régional de Bertois, qui m'a extrait et qui m'a mis en soins intensifs. Et avant cela, mon épouse était en contact avec moi, mais elle n'avait pas de symptômes percutants. C'est donc que, pendant que je suis en soins intensifs à Bertois, à l'hôpital, elle a eu un malaise dû à une difficulté respiratoire et immédiatement, elle a été transportée à l'hôpital. Malheureusement, elle a décédé. J'étais moi-même présent. Elle est décédée. Alors, aujourd'hui, je constate que beaucoup de personnes utilisent des images qui heurtent les sensibilités de ma famille. Ces images ne proviennent pas, ne sont pas des images fondées par ma famille. Donc, je prie toute personne qui
utilisent ces images comme détracteurs, d'arrêter. Parce que moi, je suis à l'hôpital régional actuellement en soins intensifs. Et mon épouse est décédée de Covid-19, c'est vrai. Mais moi, je suis malade. Et je suis très bien suivi à l'hôpital. On m'a donné tous les remèdes qu'il faut. Et même l'alimentation qui pas convient. J'ai 3 repas par jour. Et j'ai un suivi médical qui convient. Et je pense que si ce n'était pas ce deuil, mon état s'améliorerait encore plus. Mais je ne me plains pas. S'il vous plaît, arrêtez de diffuser des images qui ne vous concernent pas et qui ne disent pas la vérité. S'il vous plaît. Je répète mon nom, je m'appelle Eloga Samuel. Et je suis un patient de l'hôpital régional en soins intensifs et bien traité. Je vous en prie, arrêtez de diffuser des images inutiles. S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était donc le chef de famille Samuel Eloga qui vient comme ça demander que des personnes cessent d'exploiter à des fins inavouées les images de son épouse, toute la famille. Voilà. Une réaction? Oui, il a parfaitement raison, c'est son droit le plus absolu de le dire. Ce qu'il faut relever, c'est que c'est pas plaisant, ce genre de situation, en tout cas. Mais il faut peut-être se demander qui a posté les images et pour quel intérêt. Néanmoins, on va tirer ce qui est positif et on va évoluer. Il y a des défaillances qu'on a observées et qu'il faut corriger. C'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, je crois qu'on a relevé des aspects importants. Le docteur le disait tout à l'heure. La formation continue qui attire l'attention des gens sur un certain nombre de choses au fur et à mesure que le temps passe pour diminuer les chances d'erreur. Vous comprenez que si on instituait la formation continue de façon à ce que les gens apprennent tout le temps ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation, on serait très loin des problèmes comme ça. Donc je crois qu'il y a des leçons qu'il faut tirer pour avancer. D'autre part, on ne peut pas passer au-dessus des problèmes de santé qui existent et qui sont là depuis. Parce que ça, c'est un cas qui rentre dans le problème global de santé qu'on a. Si, à considérer que c'est un cas de négligence, ça vient rentrer dans un phénomène permanent et constant dans notre système de santé qu'il faut regarder de très près. On parle de sanctions tout à l'heure. Je suis d'accord qu'on puisse sanctionner quelqu'un quand il n'a pas bien fait. Mais il faut aussi récompenser les gens qui font bien. Ça, c'est autre chose. Les récompenses peuvent être des formations, les récompenses peuvent être des promotions, mais il faut donner les moyens aux gens de reproduire ce que vous attendez. C'est pour ça que la formation revêt toute sa place ici. Merci. Merci, Dr Tapa. Rapidement, en quelques secondes, on arrive au terme de l'émission. La famille a déjà tiré la sonnette d'alarme, il a recadré. Même si, bon, nous avons quand même suivi une voix, ça veut dire que c'est une voix de qui épouse la famille dans la vidéo. Mais bon, on se dit, c'est vraiment douloureux de perdre son épouse, surtout quand on est soi-même malade. Comme le docteur a si bien dit, ce qu'on a retiré là, c'est que ce soit vrai ou faux, qui n'ont pas été pris en charge, si que ces images soient vraies ou fausses, c'est quand même que c'est dans nos hôpitaux, il y a un problème qu'il va falloir améliorer dans tous les sens. C'est-à-dire que la prise en charge des malades, mais aussi le bon traitement des médecins, parce qu'il faut reconnaître qu'au Cameroun, je vois qu'un médecin, c'est pour 1000 ou 2000 Camerounais. Donc, il faut lancer des concours de la médecine. Vous avez réduit même, hein? Voilà, donc le chiffre est plus grand. Chaque année, on peut lancer des concours des médecins pour recruter davantage. Et peut-être à partir de là, les médecins ne seront pas surchargés. Il y a des médecins qui chôment. Voilà. Il faut les recruter. Voilà. Donc, des cas comme ça, là, sont des cas très douloureux. Je crois que c'est le Seigneur qui donne, c'est lui qui reprend. Voilà, merci Raphaël Edougou. Merci à vous, Dr Tapa. Merci à Yaoundé. On avait Serge Aimé Biko, on avait le professeur Abouna et également... avec qui d'autre à Yaoundé, là? En Suisse. En Suisse, voilà, on était en Suisse avec le docteur Tiantieu. André, merci à vous, madame, monsieur, d'avoir une fois de plus accordé un peu. Hein, vous étiez avec nous jusqu'à 21h parce que Equinox Soir, l'émission d'utilité publique. Bonsoir, Berthois.